Cette histoire concerne Magdalena Żuk, une jeune femme de Pologne décédée dans des circonstances mystérieuses lors de vacances en Égypte. Rarement quelqu'un l'appelait par son nom complet, Magdalena. Depuis son enfance, tout le monde l'appelait simplement Magda. Le voyage en Égypte devait être une escapade romantique avec son petit ami. Un hôtel au bord de la mer Rouge, le soleil, la mer, les palmiers et une semaine entière de détente. Magda attendait ce voyage avec impatience. À 27 ans, Magda, née dans une famille modeste de la petite ville de Bogatynia, était active, joyeuse et ouverte à toutes les nouveautés depuis son plus jeune âge. Elle rêvait de réussir et d'offrir une meilleure vie à sa famille. À 18 ans, elle a déménagé seule à Skorzelec, une ville plus grande qui, selon elle, offrait plus d'opportunités. Elle y a obtenu son diplôme en sciences de la nutrition tout en suivant des cours de cosmétique. Après ses études, Magdalena a trouvé un emploi dans un salon de beauté. Elle travaillait beaucoup car elle souhaitait ouvrir un jour sa propre entreprise. Son assiduité a porté ses fruits. Rapidement, elle a reçu une belle offre d'un salon de beauté haut de gamme à Wrocław. La vie de Magda s'améliorait constamment. Elle aimait la vie en ville, adorait son travail et profitait de sa liberté. Elle sortait souvent avec des amis pour faire du shopping, visiter des cafés, des restaurants et assister à des concerts. Il s'appelait Marcus. Leur rencontre a eu lieu en février 2017. Jusqu'à la tragédie, ils étaient ensemble depuis environ 4 mois. Marcus a été immédiatement fasciné par elle. Plus d'une fois, il lui a dit qu'elle ressemblait à une princesse. Tous deux profitaient de leur relation. Ils avaient beaucoup de points communs, aimaient le sport, écoutaient une musique similaire et sont rapidement tombés éperdument amoureux. 2 mois après le début de leur relation, Magda a présenté Marcus à sa famille. À ce moment-là, ils ont aussi parlé pour la première fois de leur envie de se marier. Alors que leur relation devenait plus sérieuse, la carrière de Magda continuait à prospérer. Elle avait même ouvert son propre salon de beauté où elle s'occupait de clients réguliers. Cependant, un emploi du temps chargé commençait à l'épuiser. Magda a commencé à rêver de vacances à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'une occasion s'est présentée. À la mi-avril, Marcus devait célébrer son anniversaire. Magdalena a décidé de lui faire une surprise pour l'occasion. Elle a acheté un voyage en Égypte dans un hôtel 4 étoiles sur la mer Rouge. Il voulait y passer une semaine entière et pour ce voyage, Magda a même emprunté une partie de l'argent à son père. Il a accepté volontiers car il voulait leur faire plaisir avant le mariage prévu. Après que Magda a réservé le voyage auprès de l'agence de voyage, elle a même demandé elle-même des congés pour Marcus à son travail. Elle voulait le surprendre avec le voyage le même jour. Le matin du 25 avril, elle lui a offert les documents de voyage. Le vol était prévu pour le soir même. Tous deux ont commencé à faire leurs valises avec bonheur. Cependant, il est rapidement devenu évident que le voyage ne pourrait pas avoir lieu pour Marcus. La raison en était son passeport, qui n'était valide que pour 4 mois encore. Selon la réglementation d'entrée en Égypte, le passeport des touristes devait être valide pour au moins 6 mois supplémentaires. Étant donné que le vol était déjà prévu pour le soir, le couple s'est précipité vers l'administration compétente pour les passeports. Il voulait savoir si Marcus pouvait tout de même voyager avec son passeport, mais la réponse fut clairement négative. Déçus, Magda et Marcus ont essayé de vendre le voyage à la dernière minute via les réseaux sociaux. Cependant, personne ne s'est manifesté. Ils risquaient de perdre environ 1 000 $, une somme en partie fournie par le père de Magda. Ils voulaient à tout prix éviter cette perte. Finalement, Marcus a insisté pour que Magda parte seule. Elle avait travaillé dur et méritait ce voyage. Bien que Magda ait accepté, elle n'était pas très enthousiaste. Elle souhaitait aller en Égypte, mais avec son compagnon. Malgré ses réticences, Magda a décidé de prendre l'avion. Après tout, ce n'était que pour 7 jours, loin de chez elle, avec la promesse de la mer chaude et du soleil. Ainsi, le soir du 25 avril, elle est montée à bord de l'avion à l'aéroport de Katowice. Elle devait revenir le 2 mai. Dans la nuit du 25 au 26 avril, Magdalena a atterri à l'aéroport de Hurghada. Environ 1 heure plus tard, elle a poursuivi sa route vers la station balnéaire de Marsa Alam, sur la côte de la mer Rouge. Le lendemain, Magda a passé la journée avec une autre touriste qu'elle avait rencontrée dans l'avion. Comme elle, cette femme voyageait seule. Elles ont donc décidé de se tenir compagnie. Pendant la journée, elles sont allées à la piscine de l'hôtel.
Elles ont discuté, ri et passé un bon moment ensemble. Cependant, le soir, Magdalena a commencé à se comporter de manière étrange. Elle pouvait se lever brusquement et commencer à danser. Ensuite, elle regardait nerveusement autour d'elle, parlait fort, se taisait soudainement et ne répondait plus aux questions. Ce comportement chaotique a inquiété sa nouvelle amie. Elle décida donc de prendre ses distances avec Magdalena. Peu avant minuit, Magdalena commença à aborder d'autres clients de l'hôtel pour leur demander où se trouvait Marcus. Ne recevant pas de réponse, elle retourna dans sa chambre et envoya des messages inquiétants à sa famille. Elle écrivait comme si ses proches étaient également à l'hôtel, suggérant à sa mère de la rejoindre devant sa chambre dans 1 heure. Elle disait à Marcus qu'elle ne pouvait pas dormir car quelqu'un se promenait dans sa chambre. Marcus contacta alors la réception de l'hôtel pour demander une vérification de la chambre de Magdalena. Un membre du personnel se rendit sur place mais ne constata rien de suspect. Magdalena pleurait et le personnel de l'hôtel ne parvenait pas à la calmer. Les employés décidèrent finalement de contacter l'agence de voyage qui dépêcha un guide nommé Mahmoud auprès de Magdalena. Mahmoud parlait polonais et connaissait déjà la jeune femme. Il lui expliqua dans sa langue maternelle que personne n'était dans sa chambre et qu'elle était en sécurité. Malgré cela, Magdalena continuait de pleurer. Mahmoud appela sa famille pour expliquer la situation et conseilla à un proche de venir en Égypte pour la ramener en Pologne car il semblait clair que ce séjour ne lui convenait pas. Après cet accord, le guide et le personnel de l'hôtel réussirent à la mettre au lit. Le lendemain matin, le 27 avril, l'état de Magdalena se dégrada considérablement. Selon des témoins, elle était vêtue de manière inappropriée pour le climat égyptien, portant un jean et un pull chaud. Elle parcourait les couloirs de l'hôtel en adoptant un comportement étrange. Ce même jour, Marcus lui acheta un billet de retour pour la Pologne dès que possible. Magdalena devait rentrer le 29 avril. Le vendredi 28 avril, la situation échappa complètement à tout contrôle. Les employés de l'hôtel ont trouvé Magdalena allongée sur le sol devant sa chambre. Elle ne réagissait pas à son nom et se protégeait de la lumière. On l'a conduite dans son lit, mais elle est restée silencieuse. Après que le personnel de l'hôtel, avec l'aide de Mahmoud, a contacté la famille de Magdalena et leur a montré des photos de son état, il a été décidé de l'emmener immédiatement à l'hôpital. Mahmoud l'a accompagnée personnellement. Cependant, l'hôpital a refusé de l'admettre, affirmant qu'une clinique ordinaire ne traitait pas les crises psychologiques. Mahmoud l'a donc ramenée à l'hôtel et a promis à Marcus de rester à ses côtés jusqu'à son départ. Quand Mahmoud a emmené Magdalena plus tard à l'aéroport, son état s'est à nouveau détérioré. Dans la voiture, elle a commencé à crier, à se débattre et à tenter d'ouvrir la porte pour sortir en marche. À l'aéroport, son comportement inhabituel a continué. Le capitaine a décidé de ne pas laisser Magdalena Zouk monter à bord. Après cet incident, Mahmoud l'a ramenée à l'hôtel. Cependant, le personnel a refusé de réadmettre la cliente problématique, rejetant Mahmoud et Magdalena. Le guide touristique a alors conduit Magdalena dans plusieurs autres hôtels. Partout, les employés ont remarqué que quelque chose n'allait pas avec elle. Au total, on leur a refusé l'admission environ 6 fois. Dans le parking d'un hôtel, Mahmoud a appelé Marcus en Pologne pour lui expliquer la situation. Après cet échange, il a conduit Magda dans un autre hôpital où elle a été admise. Mahmoud a informé ses proches qui lui ont indiqué avoir trouvé quelqu'un pour venir en Égypte et ramener Magda. C'était Majek, un ami de Marcus qui possédait un passeport valide. Magda a reçu des sédatifs, mais ils n'ont pas eu l'effet escompté. Cependant, vers le soir, elle s'est finalement calmée. Tard dans la nuit, elle a demandé à une infirmière de garde de l'accompagner aux toilettes. L'infirmière a desserré ses liens et l'a laissée y aller. Soudain, Magda s'est précipitée vers une fenêtre et s'est jetée dans le vide. Elle a chuté de 2 étages sur du béton, subissant de graves blessures et une fracture du crâne. Elle a été immédiatement transférée au centre hospitalier de Hurghada. Malheureusement, cela n'a pas suffi. Magda est décédée quelques heures après sa chute. Majek, qui venait juste d'arriver en Égypte, est arrivé seulement 2 heures trop tard. C'est lui qui a été le premier de l'entourage de Magda à apprendre la tragédie.
La mère de Magda, informée de la nouvelle, a subi un AVC en Pologne et a dû être hospitalisée. La mort de Magdalena Żuk a été enregistrée en Égypte comme un suicide. Cependant, la police polonaise a contesté cette conclusion. Les médias ont débordé de spéculations et de théories possibles, tandis que de nombreuses personnes en Pologne ont exprimé leur indignation, se demandant pourquoi l'ambassade polonaise en Égypte ne s'était pas montrée plus proactive pour aider leurs ressortissantes. La première enquête a révélé qu'aucune trace de drogue ni de quantité significative d'alcool n'avait été trouvée dans le corps de Magdalena. Cependant, des traces de sédatifs administrés lors de son passage dans le deuxième hôpital ont été retrouvées dans son organisme. De plus, aucune preuve de violence sexuelle n'a été mise en évidence. Les blessures observées correspondaient à une chute et aucune autre blessure n'a été détectée. Une deuxième autopsie réalisée en Pologne a confirmé ces résultats. Plusieurs théories ont émergé autour de la mort de Magdalena Żuk. L'une d'elles suggérait que quelqu'un lui avait administré des drogues pour l'intégrer dans un réseau de traite des êtres humains. Malheureusement, le trafic d'êtres humains existe encore, et les touristes voyageant seuls peuvent être particulièrement vulnérables. Certains ont donc supposé que Magda aurait pu être délibérément ciblée. Selon cette théorie, Mahmoud a attiré l'attention du public. Il a été considéré comme suspect par certains, notamment en raison de son comportement et parce que Magda aurait prononcé de manière suggestive la lettre M lors d'un appel avec Marcus. Cependant, les enquêtes n'ont révélé aucun indice probant contre Mahmoud. Bien au contraire, il a maintenu des contacts réguliers avec la famille de Magda, l'a emmenée dans des cliniques et a essayé de faciliter son retour en Pologne. De plus, il travaillait depuis 4 ans pour l'agence sans qu'aucune plainte ne soit déposée à son encontre. Une connaissance de Magda à l'hôtel, avec qui elle avait passé du temps le premier jour, a également été mentionnée par certains. Comme le comportement inhabituel de Magda a commencé après cette soirée, des spéculations ont vu le jour. Les enquêteurs n'ont pas trouvé de preuves suffisantes pour déterminer si cette femme pouvait être impliquée. Une autre explication avancée était celle d'une crise psychique aiguë. Les autorités égyptiennes ont estimé que Magdalena Żuk avait traversé un épisode psychotique sévère. Certains médias polonais ont jugé cette hypothèse plausible. Son comportement lors des premiers jours montre clairement que son état mental était gravement altéré. Cependant, beaucoup de Polonais se méfiaient de cette explication. Ils soupçonnaient que l'Égypte cherchait à dissimuler d'autres causes possibles pour éviter de nuire davantage à la réputation du pays, déjà mise à mal sur ces questions. Une troisième théorie visait Marcus, que certains en Pologne considéraient comme un potentiel intermédiaire impliqué dans une exploitation planifiée de Magda. Les enquêteurs n'ont toutefois trouvé aucune preuve à l'appui de cette accusation. Malgré cela, Marcus a été violemment attaqué en ligne et s'est presque complètement retiré de la vie publique. Sa mère a révélé plus tard, lors d'un entretien, que Marcus souffrait de graves remords. Il se reprochait d'avoir laissé Magda partir seule en Égypte et avait même, par moments, des pensées suicidaires. Les enquêteurs polonais ont examiné ses appareils électroniques, mais n'ont rien trouvé qui puisse prouver son implication dans des activités criminelles. Néanmoins, certaines personnes ont évoqué un autre cas survenu en 2016. À l'époque, Karolina Kaczorowska, une jeune femme de Wrocław, était décédée dans des circonstances troublantes dans un hôtel. Ses parents soupçonnaient qu'elle avait fréquenté de mauvaises personnes peu avant sa mort. Un de ses proches était supposément Marcus. Ce détail a renforcé les soupçons du public à son égard, même si cela n'établit pas de preuve en soi. Un autre élément discuté fut une annonce sur Facebook où le voyage en Égypte était proposé à moitié prix. Cette publication aurait été faite sur une page peu utilisée qui ne comptait qu'un seul abonné. Marcus a expliqué qu'il avait agi ainsi pour éviter que des inconnus lui envoient des messages privés. Cependant, beaucoup ont trouvé cette explication étrange. En général, lorsqu'on souhaite vendre un voyage à la dernière minute, on essaie de toucher le plus grand nombre de personnes possible. La question du passeport est également restée floue pour beaucoup. Lors de la réservation d'un voyage, il est habituellement nécessaire de fournir les informations du passeport. Certains se sont donc demandé pourquoi Magda n'aurait pas remarqué que le passeport de Marcus allait bientôt expirer. Cela a conduit à d'autres spéculations, comme l'existence d'un deuxième passeport ou d'un faux passeport. Mais aucune preuve tangible n'a été présentée pour étayer ces hypothèses. La famille et les amis de Magda était convaincue qu'elle avait vécu quelque chose d'effrayant en Égypte, dont elle ne pouvait pas parler librement par peur. Lors de conversations téléphoniques avec ses proches,
Elle semblait vouloir insinuer quelque chose. À un moment donné, elle a dit, en substance, qu'elle devait partir et travailler. Certains ont interprété ces mots comme un indice qu'elle aurait pu être contrainte à quelque chose. Pour obtenir des réponses, des membres de sa famille se sont rendus eux-mêmes en Égypte. Selon leur dire, ils ont découvert un rapport toxicologique mentionnant des traces d'une substance appelée khat dans les tissus de Magda. De plus, ils ont appris qu'elle aurait apparemment été examinée dans une autre institution médicale après sa mort, sans que la famille en soit informée. En fin de compte, l'affaire reste difficile à cerner. Il s'agit soit d'une histoire très complexe, avec de nombreuses questions sans réponse, des possibles négligences et des spéculations sur un éventuel trafic d'êtres humains, soit c'était une crise psychologique tragique qui s'est brusquement aggravée pendant les vacances. Ce qui est certain, c'est que Magdalena Zuk a voyagé seule dans un pays étranger, s'est retrouvée en quelques jours dans un état alarmant et est finalement décédée dans des circonstances tragiques. Beaucoup de questions restent sans réponse. En 2023, elle aurait pu avoir 33 ans. Svetlana Okley est née le 31 octobre 1969 et vivait dans la ville de Krasnodon, dans la région de Luhansk. En 2012, elle a été impliquée dans un procès pénal sensationnel. Avec son mari, elle avait enlevé une fille nommée Kristina. Plus tard, il s'est avéré que cet enlèvement visait à dissimuler une vérité bien plus cruelle. 2 enfants adoptifs, Lisa et Katja, vivaient dans leur famille que Svetlana avait déjà tuée en 2011. Cette affaire a suscité une grande indignation publique et a secoué non seulement l'Ukraine, mais toute la région post-soviétique. L'histoire a été discutée à la télévision, notamment dans l'une des émissions les plus connues de Moscou. Des millions de personnes de part et d'autre de la frontière ont réagi avec dégoût à ce qui s'est passé, et le nom de Svetlana Okley est devenu un symbole de trahison et d'hypocrisie. La famille Okley était longtemps considérée comme exemplaire. C'était une famille de mineurs avec 7 enfants, 6 filles et un garçon. 2 des filles, Lisa et Katja, étaient adoptées. Dans les environs, on était convaincu que Svetlana et son mari Alexander s'acquittaient de leurs devoirs d'éducation avec grand soin. Les enfants participaient à des compétitions, remportèrent des prix et se distinguaient par leur bonne conduite et leur performance scolaire. Svetlana portait même le titre honorifique de mère héroïne. Elle écrivait des poèmes, des chansons et des contes pour enfants qui étaient imprimés en privé et qui étaient très appréciés des habitants. En outre, elle organisait des événements pour les enfants à Krasnodon et dans d'autres parties de la région de Luhansk. L'un de ses projets était l'ensemble familial et pour enfants Okley. En 2003, la municipalité a offert à cette famille nombreuse un appartement de 5 pièces dans le centre de Krasnodon, en reconnaissance de leur rôle exemplaire. Auparavant, la famille vivait dans une banlieue. En 2007, le président de l'Ukraine de l'époque, Viktor Yushchenko, a décerné à Svetlana le titre honorifique de mère héroïne. Mais derrière la façade de la prospérité extérieure se cachait une tragédie. La véritable ampleur des événements dans la famille n'a été révélée qu'après l'enlèvement de Kristina. Il s'est vite avéré que 2 des filles adoptives de Svetlana avaient disparu depuis longtemps. Les enquêtes ont révélé que les filles n'avaient pas simplement disparu, mais avaient été tuées par une femme qui avait longtemps été considérée comme un modèle. Mais derrière l'image officielle d'une famille modèle, les voisins de l'immeuble où vivait la famille Okley ont décrit une image très différente. La famille était décrite comme fermée, asociale et peu sociable. Elle n'entretenait pas de relations étroites avec les voisins et se tenait à l'écart de son environnement. Au début du mois d'août 2012, un appel alarmant a été reçu par la police. Une femme d'un des établissements du district de Krasnodon a signalé la disparition de sa fille Kristina. Selon elle, la fille avait été enlevée directement dans la rue par des inconnus. Le fils adoptif de Svetlana a profité d'un moment où elle était distraite, s'est approché d'un des policiers, l'a tiré par le bras et a chuchoté « Sauvez-moi, emmenez-moi d'ici, sinon ils me tueront ». Ces mots ont marqué un tournant dans toute l'affaire. Le couple a été immédiatement arrêté et une procédure pénale a été engagée contre les 2. Pendant les interrogatoires, Alexander et la fille aînée Julia ont fait des aveux complets. Ce sont eux qui ont révélé les véritables raisons de l'enlèvement de Kristina. Svetlana voulait remplacer l'un des enfants adoptifs qui étaient morts auparavant. Il s'est avéré que Svetlana avait infligé des blessures mortelles à Lisa en février 2011. 9 mois plus tard, le 2e enfant adoptif, Katja, est également mort de la même manière.
L'histoire s'est avérée effroyablement cruelle. En février 2011, Svetlana s'était fixée pour objectif de soumettre totalement ses enfants adoptifs. Toute désobéissance était immédiatement punie par la violence physique. Les punitions étaient sévères et systématiques. Lisa n'a pas résisté à la violence. Elle est morte peu de temps après un grave passage à tabac. Au lieu de signaler l'incident, Svetlana a ordonné à son mari et à sa fille de se débarrasser du corps. Ils ont emmené le corps dans l'ancienne maison où la famille avait vécu auparavant et ont brûlé les restes dans un chaudron en métal. 9 mois plus tard, le même scénario s'est reproduit avec Katja. Le déclencheur a été une petite désobéissance. Son corps a été enterré dans la cour de la même maison de campagne. Le plus étonnant dans cette affaire est que la famille Oakley a continué à participer activement à la vie culturelle et sociale de Krasnodon malgré tout. En apparence, tout semblait comme avant. Des événements, des concerts, des poèmes, des chansons, l'ensemble. Devant le tribunal, la fille aînée Julia a déclaré que les punitions physiques étaient monnaie courante. Les enfants devaient rester debout dans le coin pendant des heures. À chaque mouvement ou à chaque mot, la mère se mettait en colère et réagissait avec violence. Katja avait souvent de gros hématomes sur la tête, mais ce n'était qu'une partie de ce qui se passait dans la maison. Devant le tribunal, des détails sont apparus qui étaient si cruels que l'on a refusé de les décrire publiquement. Svetlana Oakley a été accusée du meurtre de ses 2 filles adoptives, Lisa et Katja. En outre, Svetlana, Alexander et Julia ont été poursuivis pénalement pour l'enlèvement de Kristina. Alexander et Svetlana ont été placés en détention provisoire. Julia a reçu une peine plus clémente, elle a montré des remords et a probablement agi sous la forte influence de ses parents. Parallèlement, une procédure pénale a été engagée contre les employés des services de la jeunesse. Les autorités d'enquête étaient d'avis que les services de la jeunesse auraient dû vérifier la situation familiale et surveiller le bien-être des enfants adoptifs. En réalité, personne n'a rien fait. Même les dossiers médicaux des filles étaient falsifiés. Ils contenaient des notes sur les vaccinations de mai 2012, bien que les enfants soient morts en 2011. Le 11 décembre 2012, Alexander, Svetlana et Julia Oakley ont comparu devant le tribunal. Alexander et Julia ont plaidé coupables. Ils ont confirmé que Svetlana avait maltraité systématiquement les enfants et que ses actions avaient conduit à leur mort. Ni les représentants du tribunal, ni les autorités d'enquête n'avaient de doute sur la culpabilité de Svetlana Oakley. La seule personne qui n'a pas reconnu sa responsabilité était elle-même. Jusqu'à la fin, elle a insisté sur le fait que ses enfants avaient été enlevés et que toutes les accusations portées contre elle étaient basées sur des mensonges et des falsifications. Même devant le tribunal, elle a déclaré être victime d'un complot et a accusé son mari et sa fille d'être les véritables coupables. De plus, elle a accusé les deux d'être un couple amoureux qui voulait l'envoyer en prison pour se débarrasser d'elle. Même son propre avocat n'a pas pu cacher son indignation. Dans une déclaration publique, il a qualifié Svetlana de véritable monstre, ce qui a suscité son indignation. Malgré toutes ses tentatives pour rejeter la faute sur les autres, Svetlana a été jugée pleinement responsable par une expertise médico-légale. Elle était pleinement consciente de la nature et des conséquences de ses actions. Le verdict dans cette affaire a suscité une forte avocat publique. Elle était pleinement consciente de la nature et des conséquences de ses actions. Le verdict dans cette affaire a suscité une forte avocat publique. Svetlana Oakley a été condamnée à 15 ans de prison. Son mari Alexander a été condamné à 4 ans. La fille aînée, Julia, a également été condamnée à 4 ans de prison. Cependant, l'exécution a été suspendue pendant 3 ans en raison de sa grossesse. Beaucoup de gens ont été indignés par la légèreté de la peine, surtout compte tenu de la nature et de la cruauté des crimes commis. Comme on l'a appris plus tard, la grossesse de Svetlana au moment du procès a également été considérée comme une circonstance atténuante. C'est précisément ce qui l'a sauvée d'une peine de prison à perpétuité. On sait peu de choses sur la vie actuelle de Svetlana Oakley en prison. Cependant, on peut supposer qu'elle ne reçoit aucun soutien des autres détenus. En mars 2013, Svetlana et Alexander Oakley ont fait appel. Le 8 novembre de la même année, le tribunal a examiné les requêtes. Les verdicts sont restés inchangés. Svetlana Oakley purge maintenant sa peine depuis 13 ans. Au moment de la rédaction de cet article, elle a 55 ans et si rien ne change, elle sera libérée en 2027. Il est étonnant que les droits parentaux des époux Oakley n'aient pas été immédiatement retirés après le prononcé du verdict. Leurs enfants sont restés dans des orphelinats de la région de Luhansk.
sans être officiellement reconnu comme orphelin. Plus tard, les enquêtes ont révélé que les services de tutelle avaient également commis de graves négligences. La directrice du département de la tutelle et de la protection de l'enfance, Natalia Simina, a été poursuivie pénalement pour négligence dans l'exercice de ses fonctions. Mais dans ce cas aussi, le verdict a été clément. Elle a seulement reçu une peine de 2 ans de prison avec sursis. L'histoire de Svetlana Oklay reste l'une des plus choquantes de l'espace post-soviétique. Elle est un exemple de la façon dont une véritable tragédie peut se cacher derrière la façade d'une famille apparemment exemplaire. Et comment un système censé protéger les enfants peut échouer complètement dans des moments cruciaux. Deux amies partaient en vacances. Elles ont installé une tente près de la ville de Tuapse et voulaient repasser quelques jours en pleine nature. Mais au lieu d'un séjour paisible, elles ont vécu des soirées bruyantes, de l'alcool, de nouvelles rencontres et finalement une tragédie. L'une des filles a été dérangée par cela et est partie prématurément. L'autre a été retrouvée morte dans la tente plus tard, quoi qu'il se soit passé cette nuit-là. L'après-midi du 29 août 2017, une tente endommagée a attiré l'attention des touristes sur une plage. Sous la toile, on pouvait clairement voir les contours d'un corps humain. Lorsque la toile a été soulevée, il s'est avéré qu'il s'agissait du cadavre d'une jeune fille. Sa tête était couverte de sang et son corps était parsemé d'écorchures et de contusions. Il s'est avéré que la défunte était une résidente de Piatigorsk âgée de 19 ans nommée Anastasia. Peu de temps avant sa mort, elle avait déménagé à Moscou, où elle travaillait comme aide dans une boîte de nuit. Cependant, elle s'est vite lassée de ce travail et Anastasia a décidé de rentrer chez elle. Auparavant, elle avait écrit à son amie pour se plaindre des difficultés et des problèmes au travail ainsi que de sa rupture avec son petit ami. Son amie Aljona était en vacances avec des amis à un festival de musique à Sotchi à ce moment-là. Elle a proposé à Anastasia de venir la rejoindre pour se changer les idées et s'amuser un peu. Anastasia a accepté. Le 22 août, Anastasia a volé à Sotchi et a rencontré Aljona. Ensemble, elles se sont rendues à l'une des plages. Mais il y avait trop de monde, et elles ont décidé de se rendre à une plage rocheuse moins fréquentée. C'est là qu'elles ont installé leur tente. Ce qui s'est passé ensuite n'est connu que partiellement. Selon l'enquête, les filles ont rencontré 2 locaux le soir du 28 août. Les jeunes hommes sont passés devant elles en bateau. Il s'agissait de Dimitri et Elman. Les deux ont invité les filles dans un bar qui appartenait au frère de l'un des hommes. Les filles ont accepté. Pendant la nuit, tout le groupe était fortement alcoolisé. Selon les documents de l'enquête, il y a eu un contact intime entre Anastasia et Elman. À un moment donné, la situation a dégénéré. Une dispute a éclaté entre les participants. L'enquête suppose que le déclencheur était que les 2 filles s'intéressaient au même homme. Elman a déclaré plus tard aux enquêteurs qu'il avait eu l'impression qu'Aljona jouait le rôle dominant dans la relation et qu'elle opprimait Anastasia. Après la dispute, les filles ont quitté le bar et sont retournées à la tente. Mais selon le comité d'enquête, leur dispute a continué là-bas. Selon l'enquête, Aljona, dans un état de grande colère, a frappé la tête d'Anastasia au moins 3 fois avec un objet lourd. Puis elle a quitté les lieux du crime. Une caméra de surveillance a filmé Aljona vers 2h30 du matin alors qu'elle quittait la plage. Elle est montée dans une voiture avec 3 hommes qui lui ont proposé de la conduire jusqu'à l'arrêt de bus le plus proche. De là, elle a continué son voyage vers Piatigorsk, où vivait sa mère. Vers 10h du matin, elle était déjà à la maison. À 16h le même jour, le corps d'Anastasia a été découvert sur la plage. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, Dimitri et Elman étaient également présents. Ils ont raconté aux officiers ce qui s'était passé la nuit précédente. Quelques heures après la découverte du corps, l'appartement d'Aljona a été fouillé. La police a saisi, entre autres, un short sur lequel se trouvaient 2 taches brunâtres. Une expertise a révélé qu'il s'agissait de sang. En septembre 2017, Aljona a été arrêtée. L'affaire a suscité une grande attention publique. Cependant, le verdict n'a été prononcé qu'en décembre 2019, soit plus de 2 ans plus tard. L'avocat de l'accusé a fait valoir que l'heure de la mort d'Anastasia ne correspondait pas à l'heure à laquelle sa cliente se trouvait sur la plage. De plus, des témoins ont déclaré qu'Aljona portait des vêtements propres lorsqu'elle a quitté la plage.
La défense a également souligné qu'Anastasia ne pouvait pas être morte avant 10h30 du matin. À ce moment-là, Aljona était déjà sur le chemin du retour. Compte tenu de ces contradictions, un expert a été interrogé au cours du procès, le chef du département de médecine légale d'un grand institut médical. Il a déclaré que la mort d'Anastasia ne pouvait pas être survenue pendant la nuit en raison de la nature et de l'ampleur de la perte de sang. Cela a également été corroboré par l'absence de nourriture dans l'estomac de la défunte. Une circonstance qui, selon la défense, indique 1 heure de décès plus tardive. La défense s'est également indignée de la manière dont le procès a été mené. Selon l'avocat, le juge a fermé les audiences sans base légale, ce qui viole le principe de publicité et le droit à une défense efficace. De plus, la défense a souligné que même si des détails personnels étaient mentionnés lors du procès, la loi ne permettait de fermer l'audience que dans des cas expressément nécessaires. Les partisans d'Aljona ont également souligné qu'elle n'avait aucune raison convaincante de nuire à son amie, avec qui elle était amie depuis la première classe. La jalousie envers un jeune homme qu'elles avaient toutes deux rencontré quelques heures seulement avant la tragédie ne pouvait pas, à leur avis, être considérée comme une véritable motivation. Et enfin, la défense a fait référence à l'un de ses arguments les plus importants. L'enquête avait identifié un autre suspect, le jeune Vladimir de 21 ans, l'un des passagers de la voiture dans laquelle Aljona était montée après avoir quitté la plage. Selon les avocats, Aljona avait déjà parlé de la dispute avec son ami avant le début du voyage. Vladimir serait alors descendu de la voiture et serait retourné à la plage. Plus tard, il a admis dans une émission de télévision fédérale qu'il était impliqué dans la mort d'Anastasia. On ne sait pas où se trouve Vladimir aujourd'hui. Les avocats d'Aljona ont rapporté qu'une demande d'ouverture d'une procédure pénale contre une autre personne avait été déposée, mais qu'elle avait été rejetée. La réponse des autorités d'enquête a été brève. La personne coupable a déjà été traduite en justice. La défense y voit une grave violation de la procédure qui remet en question l'objectivité de toute l'enquête. Les mouvements des filles cette nuit-là ont été enregistrés par plusieurs caméras de surveillance. Selon les enregistrements, elles ont quitté le bar à 0h40 et se sont dirigées vers la plage. À 2h50, une autre caméra a enregistré le retour d'Aljona au village. Ces horaires étaient d'une importance cruciale pour la défense. La preuve la plus importante du procureur était le short qui avait été saisi dans l'appartement de Popova. Des traces de sang de la défunte y ont été trouvées. Pendant la phase d'enquête, Aljona a affirmé que ce short avait été porté auparavant par Anastasia elle-même et que les taches auraient pu être faites plus tôt. Cette version a cependant été rejetée par les autorités d'enquête. Aucune trace de sueur de la défunte n'a pu être trouvée sur le tissu, ce qui, selon l'expertise, indique que le short avait été lavé après la dernière utilisation. Les enquêteurs soupçonnaient que l'accusée n'avait pas eu le temps de laver les vêtements sales cette fois-ci ou qu'elle avait négligé de le faire par négligence. Cependant, cette version a été partiellement réfutée par le personnel de la prison d'investigation où Aljona était détenue. Selon le procès-verbal officiel, elle prenait régulièrement soin de son hygiène personnelle et veillait à ce que ses vêtements soient propres. Les experts estiment qu'Anastasia se serait défendue en cas d'attaque réelle, ce qui est confirmé par de nombreux hématomes et des traces de sang dans la tente. Dans un tel cas, selon les experts, il aurait été presque inévitable que l'agresseur ou l'agresseuse ait également été blessé. Cependant, aucune blessure n'a été constatée lors de l'examen d'Aljona. De plus, le médecin légiste qui a traité l'affaire a souligné qu'une personne qui se trouve dans la même tente que la victime pendant une hémorragie aussi massive ne pourrait pas rester propre. En fait, seules 2 petites taches de sang ont été découvertes sur le pantalon de l'accusé. Un autre argument central de la défense était l'absence d'alcool dans le sang de la défunte. Selon les témoignages, les filles avaient consommé de grandes quantités d'alcool la veille. Le fait qu'aucun alcool n'ait pu être détecté chez Anastasia indique, selon l'expertise, qu'il doit s'être écoulé plusieurs heures entre la consommation d'alcool et l'heure du décès. Cela pourrait signifier que la mort est survenue beaucoup plus tard que ce que l'accusation prétend. Le sort du jeune Vladimir de 21 ans qui a avoué publiquement le meurtre reste incertain. Selon une source proche de l'enquête, il n'a jamais été officiellement interrogé. Bien que plusieurs années se soient écoulées depuis le crime, l'enquête ne mène qu'à un seul suspect, Aljona. Et cela, bien que de nombreux indices pointent vers son innocence. Tout d'abord, Aljona a pris un covoiturage sur la promenade de la plage.
Il y avait déjà d'autres passagers dans la voiture. Selon leur déclaration, la fille n'a éveillé aucun soupçon. Elle était calme et se comportait de manière discrète. Ils n'ont remarqué ni sang ni comportement étrange. Deuxièmement, après son retour à la maison, Aljona a raconté à sa mère la dispute avec son ami, a aidé à la maison et est ensuite allé se coucher. Sa mère a également déclaré qu'il n'y avait rien d'anormal dans son comportement. Troisièmement, les deux filles avaient mangé ensemble dans un café la veille et avaient bu de l'alcool. Cependant, lors de l'autopsie, aucune trace de nourriture n'a été trouvée dans l'estomac de la défunte. Cela pourrait indiquer qu'il y a eu un long laps de temps entre le dernier repas et l'heure du décès de la fille. Selon les enregistrements des caméras de surveillance, Aljona a quitté la plage vers 2h30 du matin. Cependant, les caractéristiques trouvées sur le corps d'Anastasia indiquent que la mort n'est survenue que le matin. Des taches caractéristiques ont été trouvées sur les paupières de la victime, indiquant que la cornée était desséchée. Ces soi-disant taches de cornée n'apparaissent que plusieurs heures après la mort et disparaissent au plus tard 12 heures plus tard. Comme elles étaient encore visibles à 16 heures, les experts en ont conclu qu'Anastasia ne pouvait être morte qu'au plus tôt le matin. De plus, des taches de mort ont été trouvées sur le corps. Celles-ci ne disparaissent que dans les 16 premières heures après la mort si elles sont traitées avec pression. C'est aussi un autre indice que Anastasia était encore en vie au moment du départ d'Aljona. Lors de l'arrestation de Popova, ses faux ongles ont également été saisis. Cependant, aucune trace de la défunte n'a pu être trouvée sur eux. Pour des raisons inexpliquées, ce fait n'a pas été pris en compte dans l'enquête, tout comme de nombreux autres détails cruciaux. L'argument central du procureur reposait sur 2 minuscules gouttes de sang sur un short qui, selon la défense, avait été porté alternativement par les deux filles. La taille de ces taches n'était que de 0,2 mm. En même temps, toute la tente était couverte de sang, ce qui suggère que l'agresseur ou l'agresseuse aurait dû être fortement taché de sang dans un tel cas. Cependant, les vêtements d'Aljona étaient presque propres. Nastia a été diagnostiquée avec une fracture de la base du crâne, causée par un coup violent à la tempe. La cause exacte de ce coup n'est pas encore claire. Les dossiers d'enquête ne mentionnent qu'un objet plat et contondant. Aucune arme du crime n'a été trouvée, ni aucune autre trace qui pourrait indiquer Aljona comme coupable. Cependant, il a été constaté qu'il y avait des traces biologiques d'un autre participant,